Ce sont les grands oubliés des fêtes de fin d'année et plus généralement de nos politiques publiques. Quand ils ne sont pas traités de tous les noms par Éric Zemmour, quand ils ne sont pas l'objet des fantasmes de l'extrême droite, les mineurs isolés étrangers sont livrés à eux-mêmes. Pourtant, la loi est très claire à ce sujet. Et le défenseur des droits a récemment rappelé que les mineurs non accompagnés doivent bénéficier d'une prise en charge conforme à leurs besoins et à leur intérêt supérieur. Qu'ils disposent de papiers ou pas, ils doivent être assurés du respect de leurs droits les plus fondamentaux, tels que le droit à l'identité, à l'éducation, à la santé, aux loisirs. Normalement, ces textes de loi doivent s'appliquer d'ailleurs à tous ceux qui ont besoin d'un hébergement, qu'ils soient mineurs, isolés, étrangers ou non. On se rappelle d'ailleurs, au début du quinquennat, en 2017, quand tout était encore possible, des mots du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'exprimaient à ce propos. On l'écoute. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Et on a vu que cette promesse n'a absolument pas été tenue. Et pour ce qui concerne les mineurs isolés, on a vu que la réalité est tout autre. D'ailleurs, le gouvernement s'est largement droitisé sur la question. En 2020, notre très cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait qu'il y a un drame des mineurs isolés. Alors pour aller plus loin que ces polémiques, souvent initiées par la droite et l'extrême droite, je reçois pour parler de ce sujet deux associations. L'association TIMI, qui accompagne les mineurs isolés dans leur démarche administrative, juridique, et dont vous êtes Espérance Minard, la fondatrice. Bonjour à vous. Bonjour. Et je reçois aussi l'association Utopia 56, une association qui est présente à Paris et à Calais et qui héberge, récolte, collecte des dons pour les personnes exilées et pas seulement pour les mineurs, dont vous aimez, vous, Alice Bertrand, vous vous occupez du pôle mineur. Voilà, bonjour à vous. Alors, peut-être pour commencer et pour un petit peu déconstruire les fantasmes, c'est quoi un mineur isolé au regard du droit et ce que vous vivez sur le terrain tous les jours? Ouais, donc un mineur isolé, c'est un jeune qui demande la minorité en France et qui n'a pas du coup de représentant légal sur le territoire national. Donc la France, elle a l'obligation de prendre en charge un jeune qui se présente mineur pour ensuite qu'il soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et donc quand un jeune se présente sur le territoire français pour la première fois, il passe par un dispositif d'évaluation qui va évaluer son âge et donc soit être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, soit se voir refuser cette minorité. Et du coup, c'est les jeunes dont Espérance de la TIMI et moi, avec Utopia 56, on s'occupe entre guillemets. Et donc, c'est des jeunes qui se sont vus refuser et qui font un recours devant le tribunal des enfants pour voir cette minorité. D'accord, on va en parler absolue, à peu près de toutes les polémiques qu'il y a autour, notamment ces fameux tests osseux dont on parle très souvent. Mais on a eu un petit problème pour préparer cette interview, c'est qu'on a du mal à trouver des chiffres sur le nombre de mineurs isolés qui sont présents sur le territoire. Alors, quand il y avait eu en 2020 un fait divers, une personne qui avait soi-disant bénéficié de l'aide sociale à l'enfance, qui avait attaqué au hachoir, le Figaro et d'autres avaient annoncé le chiffre de 40 000 mineurs isolés. Le ministère de l'Intérieur avait répondu en disant que c'était seulement 16 000. Quelle est vraiment la réalité ? Alors, c'est très bien d'ailleurs que vous repreniez les faits divers parce qu'à l'heure actuelle, c'est uniquement sur la base de faits divers qu'on parle des mineurs isolés. Donc, le public en général n'a que cette connaissance et ne connaît pas évidemment les personnes, ne connaît pas leur situation réelle. Aujourd'hui, par exemple, le rapport ministériel de la mission des mineurs non accompagnés, le rapport MMNA, les chiffres, on ne les a pas encore pour 2022 puisqu'ils vont bientôt sortir, mais en tous les cas, sur 2021, c'était par exemple 11 315 mineurs isolés qui avaient été pris en charge. Je rappelle que la prise en charge, ça ne veut pas dire forcément qu'ils arrivent, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est majoritairement, puisqu'il y a autour de 70% dans les chiffres officiels de jeunes, des jeunes qui ont été refusés et qui sont passés par des recours de plusieurs mois, donc sans aucune aide, sans aucun hébergement, à la rue, et qui sont passés devant le juge des enfants et qui seront, in fine, reconnus mineurs. Donc ce sont bien des mineurs qui auront été laissés à la rue pendant plusieurs mois. Donc ce chiffre de 11 315 de 2021, il est un petit peu en hausse en 2022, mais on ne les a pas encore officiellement. En tous les cas, ça concerne également des mineurs qui sont restés à la rue pendant des mois. Donc c'est très important. On va revenir après sur les évaluations, toutes les étapes qui posent passent problème ici. Ah bah oui. Qui posent problème. C'est alors, essentiel. très rapidement, ils viennent d'où en général ces mineurs isolés majoritairement La plus grosse majorité viennent quand même d'Afrique de l'Ouest avec la Guinée
Côte d'Ivoire, Mali. On a pas mal aussi de jeunes qui viennent d'Afghanistan en ce moment. La C'est la majorité. C'est quand même, Afrique de l'Ouest. vraiment, les 3 premières nationalités, c'est quand même le Mali, la Côte d'Ivoire Et la et la Guinée-Conakry. Ouais. Et là, je vais peut-être sortir 2 minutes de mon rôle d'intervieweur. Il se trouve que je connais très très bien la Guinée, que j'étais même en reportage en 2020 et que j'ai pu voir avec quelle férocité le régime en place, qui était celui à l'époque de M. Alpha Condé, réprimait l'opposition et réprimait même, tuait des mineurs souvent, des gens qui n'avaient rien à voir avec des manifestants. La police ou les forces de l'ordre rentraient dans le quartier et puis ciblaient un gamin de 15 ans juste pour en faire un exemple. Et ça montre bien à quel point, en fait, au-delà de ce qui est dit, de ce que vous parlez, des faits divers qu'utilise l'extrême droite, il y a un vrai danger que courent ces gens-là là-bas. Et puis, bien sûr, à tout cela s'ajoute la misère économique. En Guinée, vous avez une personne sur 2 qui vit avec moins d'1 euro par jour. Donc, c'est quelque chose de très réel. Et moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous fait, finalement, quand vous n'entendez parler des mineurs isolés que par le prisme de tous ces fantasmes, quand vous entendez M. Éric Zemmour à la télé. J'ai lu un article de BFM qui date du 11 novembre tout à l'heure. Est-ce que c'est nécessaire de le citer, en fait? Est-ce Je que sais c'est pas, nécessaire on de n'en parle pas. relayer ces phrases-là? Non. J'ai presque envie de dire, c'est presque un non-sujet, puisqu'en fait, à force de les relayer, on finit par relayer aussi une façon de voir les choses. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. De relayer une façon de voir les choses qui est totalement erronée, qui ne correspond pas à la réalité des personnes dont on parle, puisque la majorité des personnes politiques qui s'expriment sur leur sujet ne les connaissent pas, ne savent pas de ce dont elles parlent, et ni des personnes dont elles parlent, et ne savent pas, avancent des chiffres qui sont exorbitants, enfin, en gros, surfent sur la peur, puisque c'est quand même ce qui marche politiquement. Et c'est quand même une stratégie politique qui date de Mathusalem. Et en fait, à force de parler, même de citer ces noms, on salit une image de personnes qui ne correspondent pas, en fait, à cette image. Donc, on est là pour la rétablir. Donc, si on peut même éviter de citer toutes ces citations... Qui vous hérissent les poils. Non, mais c'est important. C'est plus que ça nous hérisse les poils, c'est-à-dire qu'on a investi l'association Utopia, l'association Timi, corps et âme, on va dire, depuis 2015 sur divers territoires, sur l'Île-de-France et Utopia sur d'autres départements. Il y a en même temps une indignation, il y a en même temps une révolte, il y a en même temps une crainte, parce qu'en fait, c'est totalement irresponsable ce qu'on est en train de faire. C'est pas simplement le côté humain de la chose. C'est-à-dire que, même politiquement, on est dans l'irresponsabilité absolue. On laisse des adolescents vivre dans les rues, se débrouiller par eux-mêmes. Alors, bizarrement, donc on nous dit, évidemment, je vous sortirai tout à l'heure un petit post qui est très intéressant aussi du ministre du Logement, qui vient de paraître. Mais en fait, donc ils sont invisibles, évidemment, ils sont dans les rues le plus loin possible des lieux visibles, et donc on nie totalement leur présence, on nie leurs difficultés, et du coup, on les laisse aux proies des trafiquants, parce que les premiers qui arrivent sur les campements, c'est ceux qui arrivent avec des voitures en disant « tu veux de l'alcool, tu veux de la drogue ». La majorité ne craque pas, contrairement à ce qu'on croit, mais évidemment, au bout de quelques mois dans la rue, on n'a rien pour manger, il peut arriver qu'on commence à déprimer. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe quand un mineur isolé arrive sur le territoire? Bon, il y a la question de la prise en charge et surtout à quelles difficultés il fait face. Vous en avez déjà évoqué, mais c'est bien de rappeler vraiment les conditions très difficiles dans lesquelles ils sont, entre guillemets, accueillis. Les difficultés auxquelles ils font face, c'est sûr qu'il y a tous les réseaux qui sont dans la rue et auxquels... comme le disait Espérance, les mineurs font face, parce que c'est la facilité aussi pour essayer d'avoir de l'argent, pour avoir de l'argent. Ensuite, la difficulté aussi de se nourrir. Il y a différentes distributions alimentaires, l'accès au logement, parce que c'est des jeunes qui sont ni majeurs ni mineurs aux yeux du gouvernement, qui sont dans un flou juridique qui est totalement flou. Il y a même... très peu de structures d'accueil de jour qui sont adaptées pour eux, adaptées à leur situation. Donc c'est des jeunes qui sont en errance totale dans la rue, avec aucune aide. Il y a l'aide associative, mais c'est pas... c'est pas suffisant. Et puis c'est pas notre rôle surtout. Ce n'est pas notre rôle. On est quelques associations à s'occuper des mineurs isolés. Nous, on est vraiment que sur les mineurs isolés étrangers et maintenant les jeunes majeurs, puisque les difficultés perdurent évidemment au-delà des 18 ans.
Mais c'est surtout que ce n'est pas notre rôle. On fait bénévolement le travail de l'aide sociale à l'enfance. Je rappelle qu'on ne reçoit pas de subvention, qu'on est juste des citoyens qui se révoltent face à une responsabilité qu'on a en tant que citoyen. Peut-être qu'on peut parler de l'évaluation, parce que moi, on est d'accord sur le fait que c'est quand même la première étape, la plus scandaleuse. Oui, de l'âge, en fait, de la minorité. Voilà, comment évaluer quelqu'un? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de tes sociaux. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, et que beaucoup ne savent pas, même les politiques qui en parlent, c'est que quand les jeunes arrivent, qu'ils aient des documents ou non, n'entrent pas en ligne de compte. Il n'y a pas d'expertise de documents, il n'y a pas de test osseux. C'est un simple entretien, comme on se parle là. Ça peut être même le lendemain de leur arrivée, après des parcours extrêmement violents et traumatisants, où ils ne sont pas encore reposés. Parfois, ça peut être 2-3 jours après. Ils doivent parler à un inconnu, qui devrait être plusieurs pour une évaluation pluridisciplinaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois sans interprète. Et on leur pose des questions sur leur passé avec des repères spatio-temporels. Je vais vous lire quelques motifs de refus. Les repères spatio-temporels, il faut que ce soit extrêmement précis. Si ça ne l'est pas assez, on dit qu'ils sont hésitants, donc ils mentent. Si ça l'est trop, on dit qu'ils mentent aussi, puisqu'ils l'ont préparé. Donc en fait, c'est une évaluation à charge. À ce moment-là qu'ils aient des documents, je le rappelle, c'est vraiment fondamental. Ça ne change rien, puisqu'ils amènent peut-être un extrait de naissance où il n'y a pas de photo. Et quand bien même ils ont un passeport avec une photo, on se dit que c'est peut-être un faux. Donc, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, c'est un entretien oral. C'est basé avec pas d'interprète aussi, alors que les jeunes ne sont pas forcément francophones, pardon. Et avec une durée de 15 minutes à 30 minutes au lieu... on peut pas décider l'âge d'une personne en 30 minutes, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont évalués sur leur physique. Globalement, il faut être honnête. C'est-à-dire que si... je peux vous lire quelques petits... Oui, c'est intéressant. Parce qu'en fait, après, souvent, au bout de 5 violent. jours, ils ont une lettre de refus. 4 jours, 5 jours, parfois 15 jours. Et avec cette lettre, qui est dans des termes qu'ils ne comprennent pas la plupart du temps, ils sont remis à la rue sèchement, sans rien, pas un sac de couchage. Par exemple, ce qui leur est reproché, le récit de votre quotidien dans votre pays d'origine n'est pas cohérent avec l'âge que vous déclarez. Une autre proposition. C'est toujours les mêmes. Vous paraissez hésitant lors de l'entretien et livrez des repères spatio-temporels de manière peu spontanée. En effet, vous prenez le temps de calculer à chacune des interrogations de votre évaluateur. Un autre exemple. Alors ça revient systématiquement. Le fort degré d'autonomie et de maturité dont vous avez fait preuve en effectuant seul votre parcours migratoire, de même qu'en travaillant durant ce parcours, n'est pas compatible avec l'âge que vous alléguez. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce sont des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans. Oui, il arrive qu'ils travaillent sur leur parcours. Vous ne coopérez pas à l'entretien, votre parcours migratoire manque de précision et n'est pas relaté de façon spontanée. Les conditions de votre arrivée en France ne sont pas suffisamment détaillées. Là, j'en ai quelques-unes qui sont assez gratinées. Votre parcours migratoire semble cohérent au regard de votre itinéraire et le mode de financement est expliqué. Toutefois, vous ne donnez aucune information concernant le motif de votre départ et la temporalité demeure vague. Et votre posture d'ensemble, votre comportement, votre manière d'interagir avec l'adulte, ainsi que vos capacités de raisonnement et d'élaboration sont en décalage avec ceux de l'âge que vous déclarez. Je vous garde la meilleure pour la fin. Ça, c'est dans un rapport détaillé, puisqu'on a après maintenant les rapports détaillés. Aussi, il appellera l'évaluatrice mademoiselle tout au long de l'évaluation, ce qui ne correspond pas à la posture qu'adopterait un adolescent de 16 ans. Voilà les bases sur lesquelles ces jeunes sont évalués non mineurs. Une vraie déshumanisation de la personne. Donc, c'est-à-dire que quand la personne, au bout de quelques jours, elle reçoit cette lettre de refus, qu'est-ce qu'elle peut faire finalement? Elle peut contester. Tu veux expliquer? Nous, du coup, nos équipes avec Utopia 56, on est chaque après-midi devant le dispositif d'évaluation de Paris. Donc, c'est des jeunes qu'on rencontre avec cette lettre de refus que Espérance vient aussi de lire, pour les réorienter vers les différents tribunaux. Donc, pour Paris, ça sera le tribunal de Clichy, pour aller, du coup, à l'antenne des mineurs, pour avoir un avocat, mais ça prend 3 mois à 18 mois s'ils vont en cours d'appel. Donc c'est extrêmement long. Pendant ce temps, les jeunes n'ont rien. Ces jeunes sont à la rue. Donc nous, avec Utopia 56, on peut donner du matériel d'urgence, donc c'est tentes et couvertures. Mais ça entre pas dans les besoins fondamentaux d'un mineur qui, normalement, devrait être hébergé. Parce que si on parle de présomption de minorité, c'est le fait... que le jeune est mineur tant qu'il ne passe pas devant un tribunal
Alors que là, sa minorité est décidée par des associations qui sont habilitées, mais pas devant une décision de justice, quoi. D'accord, ouais. Et au niveau des tribunaux, quels sont les moyens un peu d'évaluation pour évaluer ou non? Le jeune a un avocat Ouais. qui peut rencontrer soit 2 semaines avant, soit même le jour même de leur audience. Ensuite, le jeune passe devant le juge avec l'avocat. Il y aura une réponse soit le jour même ou 2 semaines, 3 semaines après. Le juge des enfants. Ouais, le juge des enfants, pardon. Je précise, Ouais. c'est important parce que... Oui, pour des gens qui sont Ouais, qu'on censés être qu'on dit, majeurs, qu'on présume ou qu'on accuse de n'être pas mineurs et de mentir sur la réalité de leur minorité. Ouais. On peut parler du 115 aussi, parce qu'en fait, ils sont, avec cette jolie lettre de refus, ils sont orientés vers les dispositifs pour majeurs, qui évidemment les refusent puisqu'ils sont mineurs. Donc ils ont une date de naissance mineure. Et ils appellent le 115 qui leur dit vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Non, on ne peut pas vous prendre. Donc il n'y a absolument rien, même au niveau législatif. Donc nous, on s'appuie tous sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui considère qu'un mineur, c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. Parce qu'on nous dit souvent, les enfants, non, ce sont des adolescents. Ce sont des enfants dans le terme de la Convention internationale des droits de l'enfant parce qu'ils ont moins de 18 ans. Il y a un... Donc ce parcours, voilà, nous on fait des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que vraiment on se complète dans les associations. Les actions d'Utopia, on y participe régulièrement parce qu'elles sont extrêmement fortes et c'est le moyen de visibiliser ces jeunes et d'obtenir malheureusement des hébergements en faisant des actions comme il y a pas longtemps au Palais Royal. Nous ce qu'on fait, c'est on fait de l'hébergement citoyen en revanche ou en hôtel et on ne remet pas un jeune dehors tant qu'il n'y a pas une solution officielle. On fait aussi le suivi juridique et administratif, on donne des cours, on scolarise 50 à 60 jeunes chaque année aussi. On fait de l'insertion professionnelle, on travaille comme Utopia en partenariat avec MSF pour des orientations au niveau médical ou directement avec les hôpitaux. On fait des activités, on a des équipes, voilà, on fait des grands projets créatifs, etc. C'est vraiment le travail de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils sont... ce vide juridique et c'est la présomption de minorité, c'est vraiment notre cheval de bataille à toutes les associations, c'est-à-dire un jeune, tout comme il existe la présomption d'innocence, tant qu'il n'a pas été prouvé qu'il n'est pas mineur, doit être pris en charge en tant que mineur et scolarisé et accompagné. C'est pas simplement un toit, c'est un accompagnement éducatif. Et justement, sur ces questions-là, est-ce qu'il n'y a pas un recours possible au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme pour... Non, il n'y a aucune... Si. Enfin, Non, mais c'est-à-dire que la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il a été condamné sur plein de sujets. Il Sur n'a plein jamais de respecté sujets. les condamnations. Voilà, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a derrière tout ça, nous, notre objectif à nous tous, c'est pas de continuer à faire ce travail ad vitam aeternam, qui est extrêmement chronophage, qui est extrêmement lourd, et surtout, finalement, on a une sorte d'impuissance, c'est d'arriver, donc à côté de ça, on fait tous du plaidoyer. Il y a des projets qui sont prévus chaque année en partenariat interassociatif. C'est extrêmement important. Le but, c'est de faire bouger les lignes. Malheureusement, un pas en avant, 2 pas en arrière. Actuellement, on en est là. Tout est fait. La politique est uniquement répressive. Les budgets sont faramineux du non-accueil, alors que si on accueillait, comme ça a été le cas pour l'Ukraine, on n'entendrait même plus le sujet des migrants aux médias, quoi, en fait. C'est possible. On a eu l'impression, c'est vrai qu'au printemps, il y a eu une sorte de 2 poids 2 mesures qui ont été bah, faites bien avec sûr. effectivement l'accueil nécessaire des personnes qui fuyaient les combats de l'Ukraine et puis le désintérêt et puis la violence avec laquelle elles pouvaient être traitées, notamment peut-être la violence aussi policière, qui pouvait s'exercer à l'endroit des mineurs isolés. Certains même qui étaient hébergés à ce moment-là en hôtel par les préfectures, généralement avec des majeurs, bien évidemment, ont failli être remis dehors si les associations n'étaient pas intervenues, en leur disant clairement, vous devez céder la place aux exilés ukrainiens. Est-ce que c'est pas... Enfin, c'est extrêmement violent, quoi. C'est vraiment... Je suis désolée de le dire, mais ils viennent d'Afrique de l'Ouest, donc c'est du racisme absolument décomplexé. Ils ont majoritairement la peau noire. Ils sont pour... La plupart, on peut dire, mais pas tous, musulmans. Donc là, ils cumulent en fait des objets de stigmatisation assez forts. Et est-ce que vous pensez que des mobilisations comme ce qui a pu être fait devant le Conseil d'État au Palais Royal peuvent un peu changer la donne et puis alerter vous pensez que ça peut changer les choses? En tout cas, ça peut accélérer l'accès à un logement. Nous, c'est ce qu'on a pu voir avec les dernières actions de visibilisation en interassociation, comme par exemple Palais Royal, il y a maintenant 2 semaines de ça. En fait, il y avait un campement qui
qui était à Ivry-sur-Seine pendant 6 mois, donc avec plus de 400 mineurs isolés étrangers sur ce campement. On a essayé de rentrer en discussion avec la préfecture. Le maire d'Ivry aussi, de la ville, a essayé à part une manifestation, d'entamer un dialogue avec la préfète du 94 pour essayer de trouver des solutions pour héberger tous ces jeunes sur ce campement. On a vu que ça avançait pas, que c'était juste oui, on va faire, mais pas de date concrète, pas de mise à l'abri concrète par rapport à ça. Du coup, avec les autres associations, on a décidé de faire une action un peu coup de poing, une action de visibilisation, et c'est le seul moyen de montrer la situation de ces jeunes qui, au bout de 6 mois, qui avaient été cachés, qui avaient été oubliés sous ce pont, puissent être vus aux yeux de tout le monde. Et au bout de 5 jours, une mise à l'abri a eu lieu pour tous ces jeunes. Donc, est-ce que... Ouais, c'est possible, quoi. C'est possible, c'est faisable. Ouais. Et souvent, les arguments qui sont avancés, en tout cas, on parle beaucoup c'est terrible à dire, mais du coût des mineurs isolés, le fait que ça coûte très cher, ça coûterait 40, 50 000 euros par an. J'imagine que ça va vous faire réessayer. On avait prévu la question. Mais je pense qu'elle est très importante pour que les gens comprennent. Avant ça, je voudrais répondre à une question que vous aviez posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pendant ce recours. Donc c'est justement à ce moment-là seul un juge peut ordonner un test osseux, qui est évidemment contesté avec une marge d'erreur de 4 à 6 ans par l'Académie de médecine. Donc évidemment, pour évaluer si vous avez moins ou plus de 18 ans, c'est quand même extrêmement complexe. Et quand bien même le médecin qui donnera ses conclusions dira « il est possible qu'il ait l'âge allégué », ça n'empêchera pas certains juges de les considérer comme majeurs, entre guillemets. Donc, il y aura l'expertise des documents et le test osseux. L'expertise des documents par la police aux frontières. Donc ça, il faut qu'on aide. Nous, on fait beaucoup aussi dans le suivi juridique, c'est-à-dire d'aide à la reconstitution de l'état civil, ce qui est normalement le rôle de l'aide sociale à l'enfance, pour qu'ils puissent récupérer leurs documents, les faire légaliser, obtenir un passeport ici, une carte consulaire. Et du coup... Votre dernière question, oui. Sur le coût, oui. Ah oui, la grande question. Donc en fait, il y a des chiffres. Moi, j'ai essayé d'étudier ça de près, même si on n'aime pas trop les chiffres, parce qu'en fait, c'est justement l'argument. En fait, c'est surtout les chiffres peuvent être manipulés comme on veut. En réalité, ce chiffre de 40 à 50 000 euros du coût d'un mineur isolé par an, il est absolument pas vérifié. Et il y a quand même quelques journalistes qui ont fait un vrai travail d'investigation, parce que même des sénatrices, il a été porté dans des rapports au Sénat. Quand on leur demande, mais d'où vous sortez ce chiffre ? Je ne sais pas exactement, mais bon, comment je suis arrivée à cette conclusion. Il a circulé un peu partout. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui parce que, justement, il y a très peu de données qui sont remontées par les départements. Je rappelle que c'est les départements qui doivent prendre en charge les mineurs isolés. Donc, en fait, tous ne les remontent pas. Et d'après les investigations de certains journalistes, on est plutôt, alors je vais vous retrouver ça, on est plutôt autour de 14 000 euros du coût annuel pour s'occuper d'un mineur isolé. Ce qui est extrêmement bas et ce qui est en dessous des mineurs isolés qui ne seraient pas étrangers. Et surtout quand on regarde les appels d'offres, en fait, pour les prestataires potentiels, ça tourne autour plutôt de 50 à 70 euros par jour. Je ne sais pas si tu as d'autres chiffres, mais c'est les derniers chiffres, c'est plutôt 50, 70 la moyenne. Donc évidemment, on est bien loin des 50 000 euros qui sont, en effet, alors je vous avoue que même nous, à un moment donné, on s'était dit c'est possible. Mais quand on voit les moyens que nous, on a, les associations, pour s'occuper plutôt bien, je pense, des jeunes, et leur proposer un suivi réel, un accompagnement H24, sur tous les domaines, et une insertion réussie, parce qu'on en parlera après quand même du côté positif, on se demande où pourraient bien passer même ces 50 000 euros par an. Parfois, on a des personnes qui s'en occupent qui ne sont pas toujours qualifiées, parce que s'occuper d'un mineur qui vient de l'étranger, qui a des traumatismes, c'est quelque chose de particulier. Il y a le volet santé, qui est extrêmement important et qui finalement va arriver en dernier lieu. On parle des besoins, des premiers besoins, oui, avoir un toit, des vêtements, avec un téléphone. La remise en cause de l'AME aussi, de l'aide médicale d'État. Oui, voilà, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Qui n'existe plus à Mayotte. Oui, voilà. En France, encore. En France, on l'a encore. Elle a été retirée, remise. Bon, ça n'arrête pas de changer. Comme je vous dis, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Mais aujourd'hui,
on voit que ces jeunes, quand ils sont intégrés, réellement, le non-accueil coûte plus cher aujourd'hui que l'accueil. C'est-à-dire que vous avez tous un dispositif, je parlais de la santé tout à l'heure, qui se dégrade, évidemment. Vous laissez quelqu'un à la rue, santé physique, santé mentale, tout se dégrade. On crée une précarité, et ensuite on va la montrer du doigt en disant, vous voyez, ils nous coûtent tant, vous voyez, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils dérangent tout le monde parce qu'ils sont dans la rue. On la crée et on va se plaindre des coûts pour la réparer, parce qu'il va falloir la réparer à un moment donné. Donc au lieu d'intégrer des gens qui arrivent, de leur apporter des soins immédiatement pour éviter que des maladies ou des pathologies évoluent, de les intégrer pour qu'ils se sentent reconnus, parce qu'il y a des problèmes identitaires à un moment donné, c'est qui je suis, on me dit que je ne suis pas celui que je dis être, on me dit que j'ai pas l'âge que j'ai, on me dit que je ne suis personne. Il y a un jeune là qui m'a dit il y a pas longtemps, qui est en fauteuil roulant, qui m'a dit je n'ai pas d'existence administrative. Ça a l'air de rien pour nous qui sommes nés avec cette existence administrative évidente, mais c'est-à-dire que même s'il a aujourd'hui l'école, même si on l'héberge, même si on s'en occupe, aux yeux de la France, il n'existe pas. C'est extrêmement grave ce que ça crée. En plus de tous les traumatismes d'un parcours d'une violence qu'on ne peut même pas imaginer. Et puis d'avoir fui des États qui, eux aussi, ne lui donnaient pas d'existence administrative. Ou, ils ont, dans tous les cas, les raisons de l'exil, elles sont extrêmement diverses. Il y a des problèmes ethniques dans certains pays dont on ne parle jamais aux informations, mais vous les avez évoqués tout à l'heure, merci, parce qu'on méconnaît l'histoire de certains pays. Hein. On parle que des pays en guerre, bien évidemment, mais quand bien même ils viennent d'un pays en guerre, on parlait des Afghans tout à l'heure, c'est pas pour autant qu'ils seront reconnus mineurs. Mais il y a énormément de problèmes familiaux. De violence familiale, de violence de société, de violence ethnique. Donc il y a quand même une méconnaissance de nous, de notre point de vue européen, de ce qui se passe dans certains pays. Et on se limite à se dire, ils viennent chercher des allocations. Enfin, c'est absolument absurde. Et comment justement on lutte contre cette indifférence-là, à la fois des pouvoirs publics et d'une partie de l'opinion, enfin, pour aller au-delà du sujet des mineurs isolés, ça sera peut-être ma dernière question, quand on voit l'indifférence qui a suivi le drame de ces 27 exilés qui sont morts en mer, dans la Manche, c'est quand même innommable. C'est-à-dire quand on voit par exemple que l'opinion peut se cristalliser sur des polémiques beaucoup plus mineures, comment on fait pour lutter contre ça ? Il y a plein de moyens. Hein. Il y a évidemment la visibilité. Être aujourd'hui sur un plateau de télévision et avoir cette liberté de parole, c'est extrêmement rare. On est rarement invité sur les chaînes les plus médiatisées, que je ne citerai pas. On va entendre le préfet qui aura sa version, ou des grosses ONG qui s'occupent des mineurs pris en charge, mais personne ne parle de ceux qui ne sont pas pris en charge, qui sont majoritaires. Je rappelle, 70 à 80% dans les chiffres officiels ne sont pas pris en charge. Donc ceux-là, tout le monde les oublie, il n'y a que les associations qui les connaissent. Donc il faut en parler, il faut faire des actions comme les propose régulièrement Utopia. C'est extrêmement important parce que les gens ignorent et sont mal informés. C'est juste ça. Moi, je pense qu'il y a énormément de gens, s'ils les connaissaient, premièrement. Alors là, ils changeraient d'avis tout de suite. Nous, nos hébergeurs, on s'est occupé de plus de 3000 jeunes depuis 2015. Les hébergeurs, on a encore eu une réunion hier soir, sont fascinés, en fait. Ce sont des jeunes qui ont un potentiel, qui ont une énergie, qui ont une créativité, des talents, tellement de choses à partager. On n'est pas... Je pense qu'il faut changer le regard, en fait. C'est pas nous, les bons Français, et puis il y a les mauvais d'un côté. D'abord, voilà, il y a pas c'est pas aussi manichéen que ça. Je pense qu'il y a des départements qui essayent de faire des efforts, mais qui ne sont pas soutenus. Faut le dire aussi. Mais aujourd'hui, c'est le regard. Il va changer si on leur donne la parole. Bon, on ne peut pas montrer leur image, puisque ce sont des mineurs et qu'ils n'ont pas d'autorité parentale. C'est un peu la difficulté, parce que franchement, mais les rencontrer, pour parler de personnes, il faut quand même les connaître, non ? Et puis, donc faire des actions publiques qui interpellent. À ce moment-là, on communique beaucoup et c'est relayé, mais le reste du temps, très sincèrement, donc c'est le plaidoyer, c'est l'action en justice. Donc il y a des référés qui sont faits au tribunal administratif, il y a des plaidoyers, il y a des dépôts de plainte. Mais plus il y aura de visibilité et de personnes qui connaissent, ou même des concernés, parce que ils viennent souvent sur des radios aussi pour parler, de témoignages. Vous avez des patrons qui font des grèves de la faim pour garder leurs apprentis. Vous avez des professeurs qui s'investissent aujourd'hui, des avocats, des médecins. Il y a absolument toute une partie de la population, des acteurs, dans tous les domaines, des étudiants qui s'investissent. Il y a énormément il y a des grandes associations comme Amnesty International, UNICEF, qui font régulièrement des rapports. Mais en fait, il y a une volonté politique
de ne pas accueillir. Et tout l'argent, tous les moyens humains sont mis dans l'oppression, la répression et la fermeture des frontières. Et comme on agite ce drapeau, cet étendard de la peur, qui est, je le répète, dans tous les domaines, celui qui marche le plus efficace, quel que soit le parti, j'ai envie de dire, on peut se faire élire, comme ça a eu lieu, en opposition à un parti extrémiste. Donc on récupère toutes les voix. Ou alors des partis extrémistes, bon là c'est une évidence. Aujourd'hui, il faut juste en parler, rétablir des vérités. Elles sont assez simples. Il y a quand même énormément de témoignages possibles, de gens qui les hébergent, d'associations qui s'en occupent, d'avocats qui les accompagnent, et puis des résultats. C'est-à-dire que nous, on a 90% des jeunes pour lesquels on suit le recours juridique qui sont finalement pris en charge. C'est hallucinant. Donc ça va varier selon les périodes, mais c'est entre 70 et 90% selon les associations. Ce sont des mineurs qui ont été laissés à la rue. Et là, après, une fois qu'ils sont pris en charge, les problèmes continuent vaguement, on continue à les suivre. Nous, ça va être jusqu'à ce qu'ils aient une autonomie financière, d'hébergement, etc. Donc aujourd'hui, de plus en plus de jeunes à 18 ans sont remis à la rue. Je suis désolée, il y a tellement de choses, on pourrait passer la journée, donc il faut me couper. Non, mais c'est... Il y a non seulement le côté humain, c'est des personnes, donc nous on danse, on rit avec eux, on sort avec eux, on a des sorties tous les dimanches, ils font du sport. À l'école, les professeurs les adorent. Ils nous disent, mais si les autres élèves pouvaient prendre exemple sur eux. Malheureusement, il y a encore des classes qui sont vides parce que c'est pas toujours facile d'avoir accès, il faut avoir un domicile fixe, etc. À la scolarisation, les départements s'ouvrent un petit peu plus à ça. Ceux qui sont en apprentissage, vraiment, les patrons commencent à se mobiliser. Dieu merci, parce qu'ils ont besoin de ces jeunes qui sont sur des secteurs en tension. Donc on a besoin d'eux. Il y a quand même des notes d'espoir malgré tout, en tout cas. Évidemment, heureusement. Nous, personnellement, je m'appelle Espérance, mais je suis assez pessimiste, mais pleine d'espoir, on va dire. Parce que toutes les lois qui sortent, tous les décrets sont quand même toujours pour bloquer un petit peu plus la route. Donc, en fait, on se réadapte à chaque obstacle, en lien avec les avocats, avec tous ceux qui interviennent. Mais en fait, une fois qu'on a réussi à trouver un petit peu la parade à cet obstacle, il y en a un autre qui arrive derrière. Donc vous imaginez, eux, à titre individuel, ce que ça représente dans leur quotidien, d'être méprisés, d'être publiquement diffamés, à ce point, parce qu'ils lisent les journaux, pour ceux qui savent lire. Ils sont francophones en majorité, puisqu'ils viennent de pays francophones, on ne rappellera pas pourquoi. Donc c'est une évidence qu'ils vont venir ici. Nous, on va dans leur pays parce qu'il fait beau. On s'installe dans les pays d'Afrique parce qu'il fait beau, parce que la vie est moins chère, et juste parce qu'on a le passeport qu'il faut. Mais on n'a pas mérité ce passeport. Eux, ils ont risqué leur vie pour aller à l'école. Pas pour autre chose, et pour avoir une vie un peu plus décente, ou sauver leur vie dans certaines circonstances. Donc, aidons-les, ils sont là. Aidons-les, c'est tellement plus simple, c'est gagnant-gagnant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Espérance Minard et Alice Bertrand, d'être venus parler sur ce plateau de ce sujet très important et oublié. Et puis merci pour tout ce que vous faites, parce que je pense que c'est essentiel. Ça me fait penser à une phrase j'aime bien faire des citations, une phrase de Martin Luther King qui disait qu'il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble comme des frères, sinon on va mourir tous ensemble comme des idiots. Et c'est une phrase à laquelle on devrait penser plus souvent. En tout cas, c'est difficile d'enchaîner après un pareil sujet. Je vous rappelle qu'on est en campagne de fin d'année, puisque le média n'est financé que par les dons de ses abonnés, et que nous avons pour objectif de collecter 200 000 € d'ici le 31 décembre. Alors, ça paraît beaucoup dit comme ça, mais ce n'est qu'un petit pas pour qu'on devienne une vraie télé, qu'on arrive à terme sur les box et la TNT. C'est vrai que par rapport aux grandes émissions des grandes chaînes de la TNT, c'est vraiment rien du tout. Alors pour celles et ceux qui le peuvent, essayez de nous donner, de nous soutenir. On compte sur vous. Allez sur onarrive.lemediatv.fr. On est déjà, je crois, 158 000 € de dons.